Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Une reine Borg lors d'une soirée de gala à Los Angeles, on a vu quand même plus incongru dans la saga. Star Trek Picard est lancé dans sa deuxième partie de saison, mais est-ce que ce n'est pas la zone un peu molle de cette saison justement ? C'est ce dont on va débattre tout de suite. Engage. The true final frontier is time. Time can turn even our most impulsive, our most ill-considered actions into history. What we do in a crisis often weighs upon us less heavily than what we wish we had done, what could have been. Time offers so many opportunities, but never second chances. The trial never ends. Working. Pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Avec moi, j'ai toujours notre lieutenant Bajoran Marina. Salut Marina. Bonjour à toutes et à tous, et j'ai mon petit sous-lieutenant avec moi qui vient d'entrer dans la pièce. Coucou Maxime. Voilà, tu vas aller avec papa ? C'est la meilleure intro, on va la garder celle-là. Il nous revient de la planète Cannes, c'est notre expert Romain Nigita. Salut Romain, comment ça va ? Ah, en effet, je reviens de la planète Cannes, comme dirait William Shatner. Ah bah écoute, ça va pas trop mal, hormis l'épisode de cette semaine. Ah, oh, d'accord. Tu lances direct, t'attaques, ok. Ah voilà, non mais comme eux, j'attaque. Ok, très bien, ça marche. Alors, on reçoit aussi un animateur de radio, de télévision et comédien et humoriste français, mais surtout fan de Star Trek depuis toujours, c'est Miko. Salut Miko, ça va, je te résume bien ? Bonsoir tout le monde, longue vie et prospérité. Merci, toi aussi. Bonsoir à vous. Ah bah bonsoir. Bonsoir. Avant de te demander ton rapport à la franchise, on va revenir sur notre financement participatif qu'on a lancé ce mardi, le jour du premier contact. Ce jour, on l'avait pas choisi par hasard puisque nous organisons une projection événementielle de celui qui a été élu comme le meilleur film de la saga, donc Star Trek First Contact, qui sera suivi donc de l'enregistrement de notre podcast d'analyse sur le 10 films devant un public. Et ça se passera le samedi 10 septembre 2022 à 18h dans le superbe Cinéma Club de l'Étoile à Paris. Et là, je parle au futur et non plus au conditionnel car le financement a atteint son objectif en même pas 2 jours, alors qu'il reste encore 1 mois. Alors merci à tous pour tout ça, c'est vraiment super, vous avez été formidables. Du coup, donc la séance, elle va se faire avec une distribution gratuite d'un fanzine pour les contributeurs. Au moment où je vous parle, on est à 117%, et on va viser le prochain palier qui est à 125%, et qui donc devrait débloquer une option supplémentaire qui est d'imprimer ce fameux fanzine dans les meilleures conditions possibles, avec un format comics un petit peu plus grand et un meilleur papier. Alors ce fanzine, il sera composé d'une aventure de notre équipage en bande dessinée, mais aussi d'articles sur des films et séries pastiches ou parodiques sur Star Trek. Et parmi les contreparties, il y a pas mal de choses les plus intéressantes qui sont parties tout de suite, on va pas se mentir, mais il reste quand même des lots qui sont plutôt sympas, notamment celui où je vous tire le portrait en mode façon du dessin animé Star Trek Lower Decks, et encore pas mal d'autres choses que je vous laisse découvrir sur notre page Kiss Kiss Bank Bank jusqu'au 9 mai. Donc vous cherchez Star Trek First Contact ou Le Cadran Pop sur le site Kiss Kiss Bank Bank, vous nous trouverez assez facilement, ou sinon vous allez sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Et d'ailleurs, j'ai une autre annonce à faire, une dernière. Figurez-vous que Lloyd Cherry du podcast C'est plus que de la SF sera notre 7e membre d'équipage lors de l'enregistrement du podcast d'analyse après le film. Mais ce n'est pas tout, il y aura aussi Daria Levanier, l'actrice version française de la capitaine de Lower Decks, ainsi que Laurent Gris qui joue Rutherford, qui seront aussi présents ce jour-là. Donc vous pourrez les rencontrer, leur dire tout l'amour que vous avez pour Star Trek Lower Decks. Et donc voilà, et toi Miko, est-ce qu'on pourra te compter parmi nous ce jour-là ? Et ça se passe quand ? Alors ça sera le 10 septembre, c'est un samedi à 18h. Ah il y a des grandes chances, oui, avec grand plaisir. Et ce qu'il faut rajouter, Guillaume, c'est qu'en effet, on a dépassé les 100% super vite sur le crowdfunding, mais il reste quand même des places. Vous pouvez encore prendre votre place maintenant. N'hésitez pas. Oui, tout à fait. Il reste au moins une 70 à peu près, donc vous pouvez y aller. Merci de cette précision. Et alors sinon, toi, Miko, justement, donc on parlait de First Contact, quel était ton premier contact avec Star Trek ? Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Moi, c'est grâce à la 5.
Je devais avoir 10 ans. En 86, je suis tombé par hasard sur un épisode de Star Trek, la série originale avec Kirk, Spock, McCoy. Et je me souviens, jusqu'à maintenant, le titre, c'était le piège des Tholiens. Et même si c'était la première fois que je découvrais la série, que je ne connaissais pas encore l'équipage, j'étais à fond dans l'histoire, j'étais à fond pour ce capitaine qui se baladait entre deux dimensions et qu'on essayait de faire revenir. Et j'ai tout de suite été accroché. Donc toute ma petite adolescence a été baignée de Star Trek qui sont beaucoup plus tard sortis dans des petits coffrets de cassettes vidéo par 2-3 épisodes et je les ai bouffés, j'en ai bouffé toute ma vie du Star Trek. Mais c'est rigolo parce que c'est aussi le premier épisode que j'ai vu et ça m'a vraiment marqué, hein. Kirk qui apparaît et disparaît, c'est clair, c'était ça marque, très très marquant, mais je me demande si c'était pas le premier épisode qui a été diffusé sur la 5, je sais pas, peut-être parce que... Mais je crois que c'est même le premier qui a été diffusé sur TF1, sur TF1 quelques années avant. Ouais, donc ils ont peut-être même repris le même ordre du coup. Bah, je trouve que c'est un épisode très très marquant. Quand tu le vois, ouais, vraiment, tu restes pas indifférent, quoi. Bah, c'est vrai que c'est un des plus spectaculaires en plus en termes d'effets spéciaux, donc c'est peut-être pas un hasard s'ils ont choisi celui-là à chaque fois pour démarrer. C'est l'un des vraiment les plus intrigants et les plus spectaculaires. Et d'ailleurs ça t'a vachement inspiré parce que je suis tombé sur des vidéos YouTube que tu as faites où tu faisais des parodies de Star Trek. Et ça me faisait bien rire. T'as fait notamment un résumé de Star Trek 2. Oui, j'aime bien m'amuser avec Star Trek. Mais oui, comme je t'ai dit, moi j'ai découvert la série et puis plus tard la série de films jusqu'au moment où j'ai été en âge de les découvrir au cinéma. Et c'est vraiment un univers que j'apprécie depuis ce fameux piège des Tholiens dans lequel j'ai été complètement enfermé jusqu'à maintenant. Alors, avant de parler de l'épisode vraiment à proprement parler, donc il y a une annonce qui a été faite cette semaine je pense, qui a été faite un petit peu tôt. Elle concerne la saison 3 de Star Trek Picard. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Absolument, je suis tombé complètement par hasard sur cette bande-annonce. À vrai dire, vu que la saison 2 n'est même pas encore terminée en termes de diffusion, je pensais que c'était un fake. Tu sais, il y a souvent des fans qui font des fake bandes-annonces et je me suis dit c'est un fake et en fait pas du tout. Apparemment, on va avoir droit au retour du casting original de Star Trek, la nouvelle génération, ce qui fait plaisir. Ouais, c'est clair que c'est quelque chose qu'on attendait, qu'on se disait ils peuvent pas finir la série sans au moins réunir une dernière fois l'ensemble de l'équipage de la nouvelle génération, en tout cas son casting, pas forcément les personnages parce que on imagine que Data va rester mort. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Le seul truc qui est embêtant, c'est qu'ils auraient pu attendre quand même la fin de la saison 2. Oui. Je veux dire, c'est un peu bête, quoi, d'avoir fait ça. Et en fait, à mon avis, c'est que en fait, la saison 3, elle est déjà tournée, parce qu'ils ont vraiment enchaîné les tournages de la 2 et de la 3, et quand Stewart faisait les interviews promo pour la 2, il était en train de finir la 3. Donc à mon avis, ils se sont dit, de toute façon, ça va sortir, ça va fuiter, donc autant qu'on l'annonce nous-mêmes avant que ça fuite. Moi, je pense vraiment que c'est ce genre de raisonnement-là qu'ils ont eu en interne. Tu te dis que, en fait, l'information comme quoi tout le casting revenait, ça allait sortir et qu'il valait mieux qu'ils le disent eux-mêmes plutôt que ça parte par un site quelconque. C'est ça, je pense qu'ils ont anticipé la fuite. Et puis, comme tu le disais, on s'en doutait un peu qu'ils allaient à un moment ou un autre réunir tout le monde. Et on se souvient même que juste avant le démarrage de la saison 1, Patrick Stewart avait mis sur ses réseaux sociaux une photo où il avait fait un dîner avec tout le monde. Donc déjà on se disait, est-ce que dans la saison 1 il y aura tout le monde ? Bon, finalement, évidemment, il n'y a pas eu tout le monde. Mais on sait très bien qu'ils sont tous restés potes, ils sont tous restés très très proches. Beaucoup plus que les castings des autres séries Star Trek. C'est vraiment un peu une exception, nouvelle génération. On pouvait s'y attendre, on pouvait même en rêver tous, mais en effet, je suis d'accord avec toi, le timing paraît un peu bizarre, mais je pense que c'est vraiment, voilà, on sait que de toute façon tout est déjà tourné sur la 3. Je crois que même il y a pas longtemps, Terry Matalas s'expliquait que même en cours d'écriture de la 2, ils se sont un peu divisé la tâche avec Akiva Goldsman, l'autre showrunner, l'un continuait à finir la 2 et lui commençait déjà à bosser sur la 3. Donc ils ont vraiment tout enchaîné comme si c'était une seule grande saison. Donc je pense qu'on peut vraiment se poser la question sur le problème de fuite, si c'est pas pour ça qu'ils ont lancé ça tout de suite. C'est possible parce qu'en fait, effectivement, cette bande-annonce, elle est sortie le jour du premier contact, hein, donc le mardi 5 avril. Et donc on se dit, voilà, ils ont voulu marquer le coup, mais peut-être qu'effectivement, ton explication tient plutôt la route. Et justement, Terry Matalas, donc le showrunner de cette saison 2 et de la saison 3, il a donné dans une interview en disant, oui, c'était un peu un passage obligé, parce que lui, en fait, finalement, c'est un énorme fan de la série de la nouvelle génération, qu'il a regardé le premier jour de la première diffusion du premier épisode avec son
père, donc il y a 34 ans maintenant. Et donc on sent que le gars, il a un vrai amour pour ces personnages-là et que du coup, il est très très enthousiaste à propos de cette saison 3, bien plus que pour la 2, j'ai l'impression. Donc oui, j'espère que ça sera bien et que de toute façon, c'était inévitable. Mais par contre, ça veut pas dire que tous les personnages seront dans tous les épisodes. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'on les verra de manière épars, séparés tout du long de la saison et qui se regrouperont pour le dernier ou l'avant-dernier épisode une dernière fois, quoi. Puis il en manque comme quelques-uns, il manque Wesley, il manque Tasha Yar, ou enfin ouais, peut-être qu'il y aura des apparitions. Et il manque même le docteur Pulaski. Wesley est-il vraiment indispensable? Je ne sais pas, la question se pose. Il s'est bien racheté sur la fin de la série quand même. Je trouve son évolution beaucoup plus intéressante qu'au début quand c'était le petit Boy Wonder. Non mais surtout l'acteur. Et maintenant c'est lui qui est l'hôte des after-shows de Star Trek, donc c'est vrai que c'est lui, il est pas sympathique. Et les apparitions qu'il a fait dans The Big Bang Theory et tout ça, je trouve qu'il a beaucoup d'humour et ce serait dommage qu'on l'invite pas. Après, si c'est pour l'inviter comme dans Nemesis où juste il apparaît mais tu l'entends pas dire une seule réplique parce qu'ils ont coupé toutes ces scènes, c'est un peu salaud. Mais toi, sur les leaks justement, moi je pense qu'il y a peut-être de ça, puisque alors il y a une info qui est absolument pas confirmée pour l'instant, mais il y a une espèce de rumeur qui sort comme quoi après la saison 3 il y aurait peut-être carrément un film. Donc je pense que vraiment là ils essayent de tout contrôler, de tout verrouiller. J'ai vraiment cette impression là. Et d'ailleurs justement, alors, c'est vrai que cette histoire de rumeur de film qui serait la vraie conclusion finalement de la série de Picard et puis sûrement de la nouvelle génération, peut-être que ça serait le moment de faire le fameux super film, super Star Trek dont tu nous avais déjà parlé quand tu avais rencontré Brent Spiner et Patrick Stewart. Que Stewart. Oui, c'est Spiner qui avait eu l'idée, de ce film-là. Et parce c'est que ça Spiner que avait coécrit Nemesis avec John Logan. John Logan qui est le scénariste oscarisé de Gladiator notamment. Et par contre, c'est Patrick Stewart qui m'avait raconté ça au moment des interviews promo de la première saison de Picard. Sur ce qu'aurait pu être la suite de Nemesis si Nemesis avait marché. Parce que Nemesis était un four monumental, parce que le film est quand même très mauvais. Et en effet, l'idée c'était de faire un peu le Avengers de l'univers Star Trek, c'est-à-dire de réunir un peu tout le monde, un peu tous les capitaines, Sisko, Jeno, et justement, etc. il y a un article qui est sorti sur un site internet qui parle de ça justement, qui nous donne un peu des bribes de ce à quoi on dirait. Il extrait de certaines époques, Kirk, Spock, etc. Puis ils les réunissent tous d'une manière un peu forcée, un peu justement comme les guerres secrètes de Marvel dans les années 80. Moi, ça me faisait penser à ça. Mais par contre, du coup, je me dis, ça serait quand même le moment de faire ce fameux gros crossover où on pourrait revoir Deep Space Nine, on pourrait revoir Voyager, l'Enterprise E, on pourrait même voir pourquoi pas des personnages de Prodigy en live action et surtout de Star Trek Lower Decks, voir Boimler en caméo, moi ça me ferait super plaisir par exemple. Ouais. Gros succès. Ok. Gros succès sur l'idée. Ok, en tout cas, je vais mourir sur cette colline là tout seul. Seul, avec moi-même. Justement, à propos de Star Trek Prodigy, ça commence bientôt, Romain, ça commence quand déjà ? Ça commence le 18 avril, si je dis pas de bêtises, sur Nickelodeon France. Sur Nickelodeon, donc pour les vacances avec les gamins, c'est parfait. C'est ça, c'est tous les jours de la semaine à 19h, si je dis pas de bêtises. C'est donc les 10 premiers épisodes, ceux qui ont déjà été diffusés aux États-Unis. Et voilà, si vous ne nous avez pas déjà entendu en dire du bien dans ce podcast, eh bien on vous le redit, c'est vachement bien Prodigy. C'est pas que pour les enfants, c'est surtout pour les gens qui au départ connaissent pas bien Star Trek, parce que ça permet de découvrir l'univers Star Trek en même temps que ces personnages qui ne connaissent pas non plus l'univers Star Trek. Donc ça s'adresse vraiment à tous les publics, et plus on avance et plus on retrouve des références à Star Trek. Donc si vous aimez déjà Star Trek, que vous connaissez déjà Star Trek, eh bien allez-y, foncez, franchement c'est une très très bonne surprise. C'est super beau, c'est super classe. Donc Miko, je sais pas si t'as déjà pu mettre un œil là-dessus, mais je te le conseille vivement. Pas du tout, c'est la première fois que je n'entends parler. En fait, c'est une série en images de synthèse qui est au départ plutôt pour les enfants, parce que donc c'est sur la chaîne Nickelodeon. Okay. Tous les personnages sont eux-mêmes des jeunes, sont pas du tout dans Starfleet. C'est des gamins, c'est des orphelins qui ont été kidnappés par un grand méchant pour les faire bosser dans une mine, grosso modo. Et ils réussissent à s'enfuir en découvrant un vaisseau de la Fédération, mais ils savent pas du tout ce qu'est la Fédération. Et en fait, ils apprennent à le faire fonctionner grâce à un hologramme du capitaine Janeway, donc la capitaine de Voyager. Et ils vont commencer à découvrir à la fois l'univers Star Trek, l'univers tout court, et ils vont découvrir aussi les valeurs de Starfleet, les valeurs de tout cet univers-là, et ça devient vraiment une grande aventure avec ces personnages-là qui sont tous des extraterrestres, il n'y a pas d'humains, c'est que des extraterrestres de races complètement différentes les uns les autres. Au départ, ils parlent même pas la même langue, parce que le traducteur universel ne fonctionne pas, donc il y a tout ce côté découverte et amitié qui va se solidifier au fur et à mesure des épisodes. D'accord.
Ouais, ça a l'air intéressant. Ouais. Et donc l'actrice Kate Mulgrew qui jouait Janeway fait la voix donc du personnage, et l'actrice de doublage en version française, c'est la même aussi qui avait doublé Star Trek Voyager à l'époque. Ah, c'est bien. J'aime cool, bien quand il y a une continuité comme ça. Ouais, c'est vraiment nickel. Donc la musique, enfin tout, c'est une excellente série Star Trek. Maintenant, on va quand même parler de Picard, parce qu'on est quand même un peu là pour ça. Justement, Miko, oui, c'est ça, je te le confirme. Miko, qu'est-ce que tu as pensé des 5 premiers épisodes de cette saison 2 ? Et qu'est-ce que tu as pensé de la saison 1 aussi, tant qu'on y est ? Alors, sur cette saison 2, je suis beaucoup plus hypé, comme disent les jeunes, que sur la saison 1, qui m'a un petit peu ennuyé. J'étais content de retrouver Patrick Stewart, mais c'est très étrange parce que j'ai commencé à regarder les 4 premiers épisodes, je crois, et je me suis arrêté pendant 6 mois. J'ai fait autre chose, j'ai regardé autre chose, ça m'a pas passionné plus que ça. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, et si je finissais cette série ? J'ai repris. Bon, c'était sympathique. Et là, je trouve que les enjeux et l'histoire, alors même si c'est des thèmes qu'on a vus et revus 1000 fois dans Star Trek, à savoir le voyage dans le temps, qu'on a dû voir dans chaque série, je pense Star Trek, il y a un épisode ou plusieurs sur le voyage dans le temps. Alors même si c'est des trucs déjà vus et revus, j'aime vraiment cette saison 2. Il y a même certains personnages qui m'énervaient en saison 1 qui m'énervent moins dans celle-ci. Et pour l'instant, je trouve que ça démarre bien. Je prends du plaisir. Voilà, chaque semaine, je prends vraiment du plaisir à attendre mon épisode. Alors que sur la première saison, j'avais tous les épisodes à dispo et je prenais pas plus de plaisir que ça. Toi, Romain, t'avais vu les 3 premiers épisodes d'un coup. Et qu'est-ce que t'as pensé du coup des 4 et 5 ? Eh ben écoute, moi j'ai une sensation très étrange, c'est que j'ai l'impression, je sais pas si c'est volontaire de leur part, mais en fait j'ai l'impression de me retrouver face à un gros repompage de l'attraction Star Trek de Las Vegas, dans laquelle il y avait une intrigue, puisqu'en fait le principe de l'attraction de Las Vegas, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, c'est qu'en fait en tant que touriste, tu te promenais dans un musée Star Trek, se disant le musée de l'histoire du futur, avec des vrais props et des vrais costumes de la série, et à un moment on te disait, bah vous rentrez dans telle salle, vous regardez des écrans, et quand t'étais enfermé dans cette salle-là avec les autres touristes qui étaient avec toi, et ben t'avais un effet de téléportation et tu te retrouvais téléporté dans un décor de l'Enterprise D. Et là on te disait, attention, alerte rouge, il y a un problème, le capitaine Picard a disparu, certainement parce que parmi ce groupe de touristes qui étaient téléportés depuis le passé, parce que pour eux on vient du passé, et ben parmi vous il y avait un ancêtre du capitaine Picard, c'est-à-dire que si vous êtes là, le capitaine Picard n'est jamais né, donc ça détruit le futur. Donc vite, faut vous renvoyer chez vous avant que les Klingons nous attaquent et vous tuent. Et donc tu te baladais ensuite dans les décors, tu te retrouvais sur la passerelle d'Enterprise D, ensuite tu te retrouvais dans une navette, en fait c'était une salle de cinéma dynamique, etc. Enfin le truc un peu cool. Mais donc l'intrigue de base c'était que y a un problème avec un ancêtre de Picard qui fait que ça détruit le futur. C'est étrange, n'est-ce pas ? T'es en train de nous expliquer que la saison 2 de Picard, en fait, tout le pitch tient d'une attraction. D'un manège. C'est vraiment l'association très étrange que j'ai eue à partir du moment où il y a eu toute cette histoire avec donc René Picard, l'astronaute qu'on découvre dans l'épisode 5. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre. Sinon, globalement, cette saison-là, moi j'ai trouvé que les 3 premiers épisodes, ça allait quand même assez vite, beaucoup plus vite que le début de la saison 1 en tout cas. Et là, j'ai l'impression que ça patine. C'est vraiment, on a l'impression qu'à chaque fois, les blocs de 2 épisodes, qui sont à chaque fois réalisés par un même réalisateur d'ailleurs, en fait, on aurait pu en faire qu'un seul à chaque fois. Et clairement, par exemple, là, l'épisode de la semaine dernière, le 5 et le 6, donc tous ces épisodes qui tournent autour de René Picard et de la fameuse soirée, franchement, on aurait pu faire un seul épisode, parce que je trouve que ça met beaucoup de temps à avancer pour pas grand-chose. Donc c'est un peu le souci que j'ai avec cette saison-là. Je suis d'accord avec Miko, on a déjà eu du voyage dans le temps et tout dans Star Trek, c'est même plutôt sympa de voir des variations de ça, donc ça, moi, ça me gêne pas en tant que tel. Mais là, j'ai un problème de rythme, un peu un ventre mou, comme tu le disais, Guillaume, en intro du podcast tout à l'heure. Même si après, il y a plein de petits détails sympas. Au niveau des acteurs et des personnages, ils sont infiniment plus attachants que ceux de Discovery, enfin ça on l'a déjà dit plusieurs fois, mais là ça se confirme encore dans cet épisode-là. Il y a plein de petits moments d'acteurs qui sont super cool, mais au niveau de l'intrigue, franchement, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé de l'épisode. Voilà, je spoil un peu sur la suite du podcast, mais pas une bonne semaine en tout cas. Justement, on va rentrer directement dans la zone spoiler, comme ça on va pouvoir y aller franco. Red alert! Picard! Get in here. That's an order. It's nice to meet you. I'd say so far so good. But you know her best. She looks all right, but she's gotten pretty good at putting on an act. There's this thing she does with her earlobe. Right. Truth is, I've been protecting Renee from afar for 24 years. I may have lost my touch a little when it comes to engaging with humans.
You've never spoken to her in all those years. It's not just a rule, it's a code we live by. No connection. I'm a ghost. It's the best way to keep her safe. And who is watching over you? Warning. Alors donc ce 6e épisode de Picard qui s'appelle Dualité, il a été écrit par Cindy Apple et Jen Mangs et réalisé par Jonathan Frakes, donc quasiment la même équipe que l'épisode précédent, l'épisode 5, où on voit donc avec l'aide de Taline Picard et son équipage qui s'infiltrent à un gala à la veille d'une mission spatiale conjointe afin de protéger René Picard, l'ancêtre de Jean-Luc, la spationaute qu'il croit faire partie intégrante de la bifurcation de la chronologie, pendant que Kor fait une découverte surprenante sur le travail de son père. Alors en fait, cet épisode, il est un peu particulier parce qu'il fonctionne avec des flash-forward, c'est-à-dire donc l'inverse d'un flashback, c'est-à-dire on voit un extrait de ce qui va se passer dans le futur, et après, donc on voit Picard qui est par terre, la bouche en sang, enfin bref, il est blessé, on ne sait pas pourquoi, et on voit après un petit carton qui nous dit 32 minutes plus tôt, qu'est-ce qui s'est passé, hop, et on fait ça. Et ça, ils nous le font 3-4 fois dans l'épisode. Alors, on va pas se mentir, c'est plutôt artificiel, ça sert pas à grand chose. C'était lourd, c'était très lourd. Autant le premier, tu te dis pourquoi pas, mais les autres n'avaient aucun intérêt en fait. Mais surtout que c'est une construction qu'on a déjà vue 10 000 fois dans les séries depuis une quinzaine d'années. T'en peux plus de voir cette construction-là en cliché. C'est pas très original, ouais. C'est pas gênant que ce soit pas original. Ce qui est surtout gênant, c'est que ça sert vraiment strictement à que dalle. Ça n'amène rien, ouais. Et surtout, en plus de ça, je sais pas si vous l'avez noté comme moi, mais en termes de timing, je suis pas sûr qu'on soit bon parce qu'à la fin, ils nous disent 12 minutes plus tôt, voilà ce qui s'est passé. Mais tu dis, attends, en 12 minutes, ils ont eu le temps de faire tout ça, de l'amener chez la docteure. Enfin, oui, c'est vrai, waouh, c'est vrai. C'est bizarre quand même. T'as l'impression qu'ils ont voulu faire un espèce de quasi-temps réel, mais qui marche pas. C'est assez étrange. D'ailleurs, j'ai même l'impression, j'ai pas vérifié, mais la police d'écriture, la fonte qu'ils ont utilisée pour mettre 34 minutes plus tôt, c'est quasiment celle de 24 heures chrono. Ouais, c'est ça, j'ai pensé à ça. Oui, non, mais aussi. ça faisait penser à 24 heures, ouais, effectivement, le temps réel. Mais ça marchait pas. 24 heures, mais en 12 minutes, en fait. C'est ça. Et toi, Marina, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode ? Moi, je suis d'accord avec Roman Gita. Les 2 épisodes auraient pu n'en faire qu'un seul. Il y a un gros problème d'écriture. Contrairement à l'épisode de la semaine dernière que j'avais beaucoup aimé, celui-là, je trouvais qu'il ne se passait rien. Il tente de faire croire qu'il se passe des choses, mais en fait... non, c'est très lent. C'est pas le problème des acteurs, c'est un gros problème d'écriture. Et en plus, les auteurs ne savent déjà pas quoi faire des personnages. Certains sont complètement laissés de côté. Il y a quelques scènes sympas, mais on se dit oui, mais... Il y a plein de références aux épisodes de la série originale. Je pense à The City on the Edge of Forever, Contretemps. Je pense à même l'épisode où apparaît Nomade. Il y a même une référence à Enterprise, mais ça, je laisse les amoureux d'Enterprise parler du vaisseau qui apparaît. Est-ce qu'il y en a ce soir ? Oui, il y en a apparemment parmi les gens. Je l'ai repéré. C'est quoi, c'est la navette ? Ouais, c'est ça, la navette là, René, lorsque Picard dit à René, est-ce que tu vois la navette là-haut ? Mais OV65. il y a plein de... Alors même, il y a même une référence à Gary Seven avec l'espèce d'appareil que tient... tournevis Sonic, ouais. Voilà, le truc qui rance. On en parlera tout à l'heure à la mythologie grecque. Mais à quoi ça sert réellement ? Il y a même un personnage qui porte mon 2e prénom. C'était plutôt rigolo. Mais voilà, j'ai trouvé que même les scènes qui auraient pu être fascinantes, Jurati qui porte cette robe noire, on a l'impression que c'est le numéro 6 à nouveau de Battlestar Galactica, mais ça sert pas du tout. Parce que le personnage de Battlestar Galactica, elle est super inquiétante. L'actrice, elle est pas extraordinaire, mais elle est inquiétante dans Battlestar Galactica. Elle a une présence magnétique. Là, Jurati dans sa robe rouge, elle est sexy, mais il manque le côté... Et ça va faire rire Guigui, parce que la semaine dernière, j'appelais au sang et au meurtre. Là, j'appelle à la dangerosité et au côté sulfureux. On n'a pas... Il y a la scène entre la Reine Borg et Jurati, elle pourrait être angoissante, elle pourrait être stressante, mais au lieu de ça, on se dit, ils sont pas allés assez loin. Ils sont pas allés assez loin. C'est plat. Moi, je trouve que c'est plat. Voilà. Moi, je pense pas que les scènes avec la Reine Borg, ils avaient vraiment pour but de nous faire peur. C'était plutôt comme faire peut-être un effet un peu comique, peut-être. Ouais, je trouve que ça amène beaucoup plus d'humour, en fait, justement, la relation entre Jurati et la Borg. C'est ça qui donne les scènes d'humour. Quand elle est attachée, par exemple, au banc avec les menottes et qu'elle essaye d'avancer. Qu'est-ce que c'est drôle. Moi, je me suis marré, quoi. C'est un Borg. Non, mais attendez, c'est un Borg. Les Borg,
ils sont méchants. Oui, d'accord, mais t'as toujours des trucs super incongrus dans Star Trek quand même. Je veux dire, putain, il y a des planètes de nazis, des planètes de gangsters, il y a des mecs dans l'hologramme, ils jouent à Robin des Bois. Enfin, tu peux tout faire un peu dans Star Trek. Donc, avoir la méchante suprême qui fait la grosse biatch dans une soirée de gala, moi je trouve ça super drôle. Ouais, Quoi. Mais c'est un Borg. Les Borg, c'est des méchants, ils assimilent. Pour moi, il n'y a pas de ils coupent piédestal. en morceaux, ils mettent des implants. Oui, mais elle, c'est la reine, c'est la chef, donc elle peut avoir de l'humour. Ouais, mais tu vois, moi, à la fin de l'épisode, je la trouve inquiétante. C'est-à-dire que justement, t'as l'impression qu'elle devient inoffensive et qu'elle va rien pouvoir faire de plus. Mais c'est ça. Et quand finalement elle prend possession de Jurati avec les endorphines ou je sais plus quoi qui lui permettent de prendre possession, en fait, tu t'y attends plus parce que tu dis, ok, c'est juste un comic relief pour l'épisode. Et à la fin, quand finalement elle est arrivée à ses fins, tu dis, oh putain, merde, elle nous a bien eu. Elle nous a fait la même chose qu'elle a fait à Jurati. Elle nous a fait baisser la garde. On s'est dit, Ouais, elle est exactement. sympathique et hop, elle nous a eu. Et c'est le cliffhanger du coup de fin de saison quasiment parce que là ça se termine sur elle justement où il y a une mise en scène qui nous la montre Jurati d'une manière très inquiétante, notamment justement avec du vent qui va dans cette robe et qui la rend un peu plus ample quand on la voit de dos. Et oui, moi je la trouve plus inquiétante maintenant parce que tu te dis oui, et surtout quand Rafik il dit oh là là c'est bon maintenant avec toutes les merdes qu'on a eues c'est bon il y aura pas pire. Bah si peut-être. Mais bon, c'est pas très subtil comme manière d'amener les choses, mais c'est à peu près le seul moment où il se passe quelque chose dans l'épisode. C'est ça, c'est là où c'est dommage. Ouais. Bah, moi je vous trouve un peu dur quand même parce que moi cet épisode malgré tout je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé parce que, alors c'est vrai que en termes de ce qui se passe dedans, c'est un peu du remplissage, surtout que je pense que l'histoire de René Picard, c'est un peu, comment dire, une fausse piste, parce que la vraie bifurcation, elle est en rapport avec Song, elle n'est pas avec Picard. Parce que, rappelez-vous que c'est dans le deuxième épisode, quand on est dans l'univers dystopique, il y a une statue holographique géante de Song, et on entend bien distinctement la voix de Spiner quand on l'écoute avec un casque. Donc c'est bien le Dr Song qui est à l'origine de la bifurcation. L'espèce de message qui retentit genre ouais, c'est ça. Nous sommes plus en sécurité entre humains. Ouais, ok. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir Brent Spiner sans maquillage, pouvoir laisser exprimer toutes ses émotions, qui a dû être frustré pendant toutes ces années à jouer un androïde, qui rêvait justement d'avoir des émotions. Et c'est sympa de creuser un peu la longue lignée des Dr Song, en fait, de savoir que c'est tous plus ou moins des savants fous, quelle que soit la génération. Et surtout, en plus, Marina, elle avait vu juste la semaine dernière parce que elle nous disait, oui, quand on a un enfant qui est mort, on le refait en robot, etc. Donc, elle faisait donc un parallèle finalement avec ce qui s'est passé parce que finalement, on se rend compte que Kor, c'est un clone dès le début, quoi. Corée, pardon. C'est important parce que c'est un mot grec et ça viendra. Et je vous raconterai un truc sur la mythologie grecque tout à l'heure. Bah, tu peux y aller tout de suite parce qu'on se rend compte qu'effectivement, avant Corée, il y a eu beaucoup d'autres personnes. Donc, il y a eu Perséphone, il y a eu Despina. Et en fait, c'est mon deuxième prénom, Despina. C'est vrai ? Il y a eu Perséphassa, il y a eu Corée, donc Perséphone, Despina, Proserpine, Artémis et Thalia. Et en fait, Corée, Perséphone, Despina, Proserpine, Persépha, c'est le même nom d'un même personnage dans la mythologie grecque. D'accord. Je sais. Tu vois, la semaine dernière, tu disais que justement, ce nom, il n'était pas innocent, ça voulait dire quelque chose. Et là, on en a la preuve, du coup. Ça veut dire fille en grec. Mais là, lorsqu'on voit que tous les espèces de clones ou de modèles portent le même... Ça m'a interpellée, parce que quand il a dit Despina est morte, Perséphone, Proserpine, en fait, tout de suite... Moi, je m'y connais en mythologie grecque, pas uniquement parce que je suis grecque, mais si tu veux, ça, tout de suite, je me suis dit, mais c'est le même personnage qu'il est en train de citer. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça fascinant qu'ils utilisent les variations différents pour la même. Voilà, parce qu'en fait, c'est la fille on connaît surtout la version de Perséphone. Perséphone, c'est la version grecque. Proserpine, c'est la version latine de la fille de Déméter qui a été violée par Zeus et Poséidon, ses frères. Perséphone est enlevée par Hadès, son oncle, et emmenée sous terre. Voilà. Et donc, voilà. Non, mais c'est des histoires de mythologie grecque. Et donc, c'est intéressant de voir qu'ils ont pris un personnage avec toutes les variations de son nom, dans toutes les versions et tout ça. Et je trouve que Brent Spiner est excellent dans les quelques scènes où, en fait, il parle de ses expériences ratées. Il est très, très beau.
C'est marrant parce que moi j'ai vraiment eu un gros souci avec lui dans cette scène-là et j'en viens à me dire qu'en dehors du personnage de Data, il est pas très bon en fait. Oh non, tu peux pas dire ça. Chaque fois que je l'ai Mais vu dans d'autres non. personnages, les différents songs, que ça soit dans Next G quand il joue le créateur de Data ou dans la saison de Picard ou là ou même dans d'autres films qui n'ont rien à voir, je suis désolé. Alors, c'est peut-être moi, je suis désolé, mais je le trouve très mauvais quand il joue autre chose que Data. Moi ça m'a beaucoup gêné, y compris dans ces scènes-là. Et l'autre souci que j'ai eu avec toutes ces scènes avec Corey, je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais quand elle commence à aller sur l'ordinateur et à voir des coupures de journaux et qu'elle comprend qui est son père, et d'un seul coup t'as un gros plan sur Mad Scientist avec la musique pam, 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 pam. Ça faisait quand même un peu con, excusez-moi. Attends, on sait pas, peut-être que le professeur Raoult il fait la même chose chez lui, hein, on sait pas. Hein. Bah ça me rassure pas. Je suis d'accord avec Romain là-dessus sur le fait que de toute façon qu'elle aille comme ça sur l'ordinateur de son père, qu'elle voit des trucs qu'elle avait jamais qu'elle vus, l'ait pas fait on se avant, dit surtout. pourquoi Et qu'elle l'ait elle pas l'a fait pas fait avant. avant. Voilà, Ouais, ça on peut se le dire, oui effectivement. C'est aussi la mise en scène qui m'a gêné, chez le gros plan sur Mad Scientist avec la musique. On dirait un truc des années 80 là, franchement. C'est clair. Un peu grotesque. Pas du tout subtil. Là, franchement, Jonathan Frakes, voilà. un peu en pilote C'est un automatique. fou. Comment, papa? C'est pas. Bah, en tout cas, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que moi, Brent Spiner, je l'ai trouvé vraiment glaçant dans cet épisode. La scène qu'il a avec Patrick Stewart, où on sent la menace, on sent le mec. Il est inquiétant. Ouais, il fait peur. Et quand il le renverse, moi, je l'ai trouvé très crédible. Hein. Je sais pas si vous avez vu cette série tirée d'une BD de Robert Kirkman, s'appelait. Putain, j'oublie toujours le nom, c'est The Outsider. Non, The Outcast. Ouais. Où il faisait un des Sur les vilains, exorcismes. justement. Et il faisait peur, quoi, moi je le trouve. Et du coup, j'ai retrouvé un peu une partie de son jeu de mec inquiétant ici. Moi, je le trouve parfaitement crédible. Je sais pas ce qui t'arrive, Romain. Je ne sais pas. Bah, je sais pas, je l'ai trouvé vraiment en caricature de méchant, très méchant, en effet de savant fou. Ouais, mais il le fait bien. Surtout que tu le vois tellement venir, le côté manipulation sur son propre gamin. Enfin, là encore, je pense que c'est le double effet qui se coule de ces intrigues qui ont été tirées artificiellement sur 2 épisodes. T'avais compris tout ça dès la semaine dernière. Bah oui, Donc oui, le fait on qu'on en te avait l'amène là parlé avec une d'ailleurs. espèce de faux suspense, tu te dis que déjà la réalisation fait des tonnes, tu te dis que le personnage de Corée est complètement crétine. Enfin voilà, je trouve qu'il n'y a rien qui fonctionne à ce niveau-là. Alors que par ailleurs, dans l'épisode, t'as d'autres personnages qui ont vraiment des scènes très très drôles. On a parlé de Jurati, la scène où elle chante, ou la scène où elle est attachée à sa chaise est très rigolote. La scène avec Rios qui kiffe le 21e siècle avec ses cigares. C'est une toute petite scène, mais elle est absolument Là, géniale. c'est un vrai cigare. C'est ça, il y a plein de petites vignettes comme ça qui fonctionnent au cours de l'épisode. Et j'ai vraiment trouvé que justement, tout ce qui concernait Brent Spiner et sa fille clonée, c'était vraiment le maillon faible de tout ça. Non, mais t'as raison, si les 2 épisodes on en avait formé qu'un, peut-être que tu n'aurais pas ce ressenti-là. Parce que moi, personnellement, ça m'a pas du tout gêné parce que j'étais vraiment très très content de voir ça, quoi. Mais surtout de voir le face-à-face entre Patrick Stewart et Brent Spiner, quoi. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de les voir jouer sans maquillage, sans artifice. Il y a un vrai antagonisme dans cette scène en peu de temps, quoi, qui est installé et ça marche bien. Moi, j'ai bien aimé cette scène quand Picard le regarde et ça se voit, il fait un double take en se disant oui, encore un. Mais, Il est partout. Mais la scène, mais Patrick Stewart est très bon dans la scène et je trouvais Brent Spiner glaçant. Moi, je suis d'accord avec Guigui là-dessus. Et la scène où il renverse Picard, elle est effrayante. Hein, donc. Et c'est cet élément qui te faisait penser à l'épisode Contretemps ? Parce que ça fait penser à Edith Keller et en fait Exactement. McCoy qui tente de la sauver, mais en fait l'histoire On ne sait pas devait s'il faut la sauver ou pas, quoi. Voilà. Ça ça m'a fait penser à ça, même si l'épisode ne sera jamais aussi mythique que The City on the Edge of Forever. Parce que là pour le coup, mais je pleure à chaque fois. Je répète à chaque podcast, mais cet épisode il me fait pleurer. C'est un des meilleurs de la série originale. Là-dessus, on est tous d'accord, je pense. Il y a juste, alors, qu'est-ce que vous avez pensé du petit discours de Picard pour remonter le moral de son ancêtre et lui faire dire, allez, finalement, c'est bon, tu peux y aller quand même. Vous n'avez pas trouvé que c'était un petit peu... Alors, je trouve que l'acteur, il est bon. Hein, Moi, j'ai trouvé ça même touchant. l'actrice, Je trouve ça hyper touchant. T'as trouvé ça touchant, toi ? Il lui parle avec des mots normaux. Enfin, voilà, il se fait passer pour un vigile. Il a des paroles très rassurantes, comme si c'était un grand-père, en fait, alors que c'est elle, l'ancêtre. Et j'ai bien aimé cette inversion des rôles. Et j'ai trouvé, ouais, vraiment, c'était mignon, quoi. J'ai trouvé ça touchant. Après, moi, je suis très fleur bleue, donc
qu'à rien m'emballe. Bah, moi, disons, je me dis que si j'étais vraiment déprimé comme Après, oui. René Picard doit l'être, en 2 minutes, je pense pas être retourné comme ça. Oui, Quoi. quand tu y réfléchis, tu dis attends, la meuf elle le connaît même pas. Il y a un vieillard qui vient lui parler pendant 2 secondes et hop, ah bah tiens, mon mal-être s'est envolé. Tout va mieux. C'est où la photo, c'est pas où la soirée. Effectivement, ça va un petit peu vite. Mais c'est là où je rejoins Romain qui dit qu'il y a un problème de rythme en fait, où il y a des scènes qui sont beaucoup trop longues qui ne servent à rien et des moments comme ça qui sont trop condensés et ça va beaucoup trop vite quoi. J'attendais un peu cette scène, je pense qu'on savait tous que ça allait un peu se diriger vers là, sur la rencontre entre les deux. Moi aussi, je pense que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue, mais toi, le côté un petit peu quasiment magique, tu sais, où les fait, mais vous me rappelez quelqu'un, ça me gêne pas, il y a un côté un peu mystérieux, ils sont ancêtres l'un de l'autre sans le savoir, donc ça m'a pas gêné, parce qu'en effet, il trouve les mots justes quand il lui dit, d'ailleurs je l'avais noté que quand elle lui dit qu'elle a peur et qu'il lui dit mais la peur ça montre juste que vous êtes intelligente et que vous comprenez ce que sont les risques, il résume de manière très succincte en fait ce qui est son propre boulot à lui de capitaine, parce qu'en fait tout le propos de la saison et même de la série Picard, c'est pourquoi est-ce que Picard, Jean-Luc et donc René, pourquoi est-ce qu'ils ont envie d'aller dans l'espace. C'est ça, c'est vraiment la thématique fondamentale de cette série depuis le tout premier épisode de la saison 1. Donc finalement, le fait qu'ils arrivent à se comprendre l'un et l'autre très rapidement sur quelques mots, ça me gêne pas parce qu'ils ont la même manière de penser, ils ont les mêmes envies, ils ont les mêmes désirs et il faut juste la refaire basculer dans ce qu'elle a toujours eu envie de faire si Q n'avait pas été là pour la manipuler. Donc vraiment, moi, ça m'a pas du tout gêné, surtout que la scène est très mignonne, en effet, comme tu disais tout à l'heure, Nico, le fait qu'il se fasse passer pour un vieil agent de sécurité et qu'il lui dit mais vous êtes quand même un peu vieux pour être dans ce boulot-là. Enfin, il y a un truc très mignon, donc moi, vraiment, c'est l'une de mes scènes préférées de l'épisode, au-delà de la référence au générique d'Enterprise, bien sûr. Ben justement, on parlait de pourquoi les deux Picards veulent aller dans les étoiles. Ça nous renvoie aussi au trauma dont on voit des séquences en flashback ou en rêve ici ou là depuis le début de la saison. Donc maintenant, on a... Avec la mère. Donc ouais, avec la mère de Picard. Et là, du coup, visiblement, comme il est dans le coma suite à l'accident et qui se fait soigner donc par la belle docteure qui donc du coup revient. Le retour de Teresa. Il y avait plein de gens qui avaient peur de pas la revoir, cette belle doctoresse, et ben voilà, maintenant c'est réglé, on la revoit. Dont moi, ouais, effectivement. J'étais content de la revoir. Bon, par contre, il faudrait quand même qu'ils pensent à récupérer le badge de Rio, ça serait quand même pas mal, ça sera peut-être dans le prochain épisode, on verra. Mais en tout cas, je suis quand même content que cette histoire de trauma de Picard, qui me semble un peu greffé sur l'intrigue principale sans être vraiment quelque chose de super, de vraiment important et nécessaire en fait. Je suis content que ça va être géré dans son inconscient dans l'épisode prochain plutôt que dans son enfance qui serait altérée par un autre voyage temporel par exemple. Parce que donc là visiblement Télin avec sa technologie elle va pouvoir rentrer dans son subconscient, dans son coma pour essayer de le réveiller. Donc c'est pareil, encore un trope super connu, déjà archi-vu. Mais bon voilà, parce qu'on voit, alors moi j'ai fait des arrêts sur image parce qu'on voit quand même des créatures un peu cheloues. On voit une espèce de créature qui a un peu la tête de Sarah Palmer dans Twin Peaks The Return, mais avec des espèces de cornes sur la tête ou un chapeau de bouffon, on sait pas bien. Et il y a un autre monstre qui ressemble à... Donc c'est sûrement des choses ultra métaphoriques, bien sûr. Un monstre qui ressemble au gentleman de l'épisode Hush dans Buffy. Je ne sais pas si vous voyez dans la saison 4. Pas du tout. L'épisode où ils perdent la parole, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais, l'épisode silencieux. Et donc voilà, je ne sais pas ce qu'on peut attendre justement de ce prochain épisode où on va avoir beaucoup d'introspection dans la psyché de Picard. Est-ce que ça ne sera pas du remplissage finalement et que l'histoire avec Q, il n'y aura pas vraiment de rapport quelque part ? Sauf si Q s'insère aussi dans son subconscient, parce qu'on a déjà un épisode comme ça dans Nouvelle Génération, l'épisode Tapestry, où on découvre comment Picard avait perdu son cœur et Picard avec des cheveux d'ailleurs. Donc on a déjà eu un peu ça avec Q. Donc est-ce que Q va venir aussi mettre son grain de sel là-dedans ? Ça peut être assez rigolo si tout le monde vient foutre le dawa dans la tête de Picard. Mais ça serait bien pour lier tout ça. J'espère surtout que en effet toutes ces scènes oniriques qu'on a eues sur son enfance vont servir à quelque chose, parce qu'a priori, moi j'avais eu l'impression, en tout cas dans le premier épisode, que c'était sûrement lié à l'apparence assez étrange de la reine des Borg au tout début, quand le vaisseau pète, son apparence étrange, on a l'impression que ça peut même être la mère de Picard qui est à la place, enfin, il y avait un truc un peu bizarre dans le montage. Donc oui, j'espère que ça va aboutir à quelque chose, sinon en effet ça serait vraiment frustrant si tout ça était totalement gratuit. Donc malgré toutes les réserves que j'avais sur l'épisode de cette semaine, j'ai quand même hâte de voir celui de la semaine prochaine, ça c'est clair. Et en plus il y a Tallinn qui fait genre mais non, je suis pas Laris maintenant.
Alors que effectivement, Marie-Paul, elle suggérait la semaine dernière que dans son pad, on voyait des caractères romuliens. Et en plus, aujourd'hui, il me semble qu'elle dit un mot romulien à un moment donné, une sorte de truc, une sorte de petit juron à un moment qu'elle lâche comme ça. Donc peut-être que ça serait quand même Laris. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? C'est mal joué alors. Moi, je trouve que Comment ça, mal joué? le fait que ce soit en fait Laris et tout ça, c'est, je sais pas. Je comprends pas l'intérêt en fait. Ouais, voilà. Je comprends pas. Il y aurait le côté ange gardien de toute la famille Picard depuis des décennies. Ah. Après, le fait qu'elle se souvienne pas de Picard, c'est peut-être comme pour Guinan, le fait que c'est une temporalité alternative et que le futur dans lequel ils sont censés se connaître, mais en fait ils se connaissent pas. Il y a peut-être une explication. C'est simplement que c'était avant. C'est peut-être tout simplement avant. C'est juste que par contre, les Vulcains qui emploient les gens comme elle et Gary Seven, peut-être leur font aussi faire du voyage dans le temps. C'est ça que je voulais dire, en fait, c'est là où je voulais aller. C'est-à-dire que ça impliquerait qu'on en sache un peu plus sur son organisation, sur la planète mystérieuse qui est cachée au centre de la galaxie, et puis de la race extraterrestre qui s'amuse à kidnapper des gens et puis à entraîner leur descendance pour les envoyer faire des missions sur des planètes très loin de chez eux. Donc voilà, ça impliquerait qu'on en sache un peu plus là-dessus. Donc à voir, quoi. Moi, je suis d'accord, tu vois, que ce soit l'ange gardien de la famille Picard et tout ça, pourquoi pas. Mais en fait, que ce soit un peu mieux amené, en fait. Qu'il y ait une écriture derrière et qu'il y ait un élément de surprise, pas juste on prend la même actrice, on lui donne une apparence humaine et qu'il y ait un sentiment à la fin, comme dans les épisodes de la série originale ou même de la Next Gen, où en fait tu te dis « Waouh, je me suis fait avoir ». Moi, j'adore me faire avoir. Je suis assoiffée de sang, assoiffée mais j'aime bien aussi l'élément de surprise et me dire « On m'a eu ». J'aime bien ce sentiment. Donc là, pour l'instant, c'est plat. Après, le gros risque d'introduire, si c'est le cas, un ange gardien après coup, c'est que tu peux te dire où est-ce qu'elle était quand il est arrivé plein de trucs super hard à Picard, tu vois, quand il a été assimilé par les Borg, etc. ou alors, si elle était là et que c'est elle qui a tout résolu à chaque fois, tu dis en fait, Picard il est rien foutu, c'est son ange gardien qui a démêlé toutes les situations. Donc c'est quand même super tricky d'introduire un personnage comme ça tant d'années après que soient arrivées toutes les aventures à ce personnage. Donc c'est un peu compliqué. Ils avaient essayé un peu de faire ça dans Doctor Who avec le docteur joué par Matt Smith, dont la deuxième assistante était l'Impossible Girl, donc qui plongeait dans son flux temporel et l'avait aidé à plein de reprises. C'était un peu compliqué pour pas grand chose cette histoire-là. C'était pas exactement ça. T'avais la grande intelligence qui avait fait un premier voyage où il apparaissait à tous les endroits de sa vie pour défaire ce que le docteur avait fait, et elle arrivait pour défaire ce qu'avait fait la grande intelligence. Le docteur était quand même responsable de ses victoires, quoi. Tu te dis que les actions du personnage valent plus grand chose avec cette réécriture-là, quoi. Donc c'était dans quelle saison de Doctor Who, ça? C'était la 7. Et avec quel docteur? La dernière avec Matt Smith. Le 11e. D'accord, ok, merci. C'est que l'assistante jouée par Jenna Coleman. Et qui finalement s'avérait beaucoup plus intéressante une fois que tu changeais de docteur, une fois que c'était Capaldi. Ouais. C'est là que vraiment le personnage est un peu libéré de cette espèce de contrainte-là d'Impossible Girl et vraiment se développer. Ok, je vais regarder, merci de la reco. Enfin bon, en tout cas, moi j'imagine pas qu'elle aurait été dans ce style-là, dans l'ombre, à aider Jean-Luc Picard tout du long. Moi, j'imagine pas un truc comme ça. J'imagine tout à fait autre chose. C'est simplement qu'elle aurait... tu vois, veiller sur son ancêtre et qu'il y aurait une histoire de voyage dans le temps qui ferait que Laris se retrouverait au 24e siècle, quoi. Au 25e maintenant. Voilà, tout simplement. On verra bien, c'est assez nébuleux quand même cette histoire. Enfin, pour moi, c'est pas possible que ce soit pas Laris, c'est quand même trop gros, quoi. Ou alors c'est juste une projection mentale par rapport à même processus qu'avec Isis, dont on a déjà parlé dans la série classique, cette espèce de chat qui se projette par rapport à ce que tu as en tête, un truc comme ça, quoi. Mais bon, le fait qu'il y a des caractères romuliens et qu'elle semble sortir un juron extraterrestre, c'est quand même très louche. Qu'est-ce que vous voudriez voir justement dans le prochain épisode ? Moi, j'aimerais bien une utilité à Raffi. Parce que c'est un personnage qui m'énerve passablement. Je trouvais qu'en première saison, elle surjouait à mort de chez mort. Là, ça passe un peu mieux, mais je vois pas trop l'intérêt de... Enfin, on a l'impression qu'ils ont repris les mêmes personnages que la saison 1, je sais pas pour faire plaisir à qui, et que il y en a certains, ils savent quoi leur faire et d'autres, t'es là, t'es dans le lot, tu suis, quoi.
faire plaisir au contrat, parce qu'à mon avis, ils ont signé des contrats au début, donc forcément, ils sont obligés d'être dans toutes les saisons. Ok, mais donnez-lui quelque chose à faire, la pauvre. Mais comme je disais dans je sais plus quel podcast, moi j'ai l'impression quand même qu'ils ont dispatché un peu les importances des personnages tout au long de la saison et que l'heure de Raffi va arriver. Peut-être dans le prochain, par exemple. Ouais, parce que là, à part pleurer Elnor, ça sert pas à grand-chose. Hein. Mais excuse-moi, même Seven, elle a rien à faire à part, tu vois, enfin, à part juste être là à la soirée. Ouais, c'est vrai, au début de la saison, on s'attendait plus à ce que ce soit l'un des personnages principaux. Et là, en fait, elle a rien à faire. Mais Rios, c'est un peu pareil, à part fumer des cigares et embrasser Jurati contraint et forcé, il y a rien en fait. Donc ces trois personnages. Il nous a mis en connexion avec Dr Teresa, donc au moins voilà, il y a ça. Mais mais c'est vrai que voilà, il y a des personnages, on sait pas quoi leur faire quoi. C'est comme je dis, c'est chacun leur tour quoi. C'est le carrousel. Seven, elle a été très importante, elle a beaucoup servi dans le 2e épisode. Jurati, c'est maintenant. Puis voilà, et puis Raffi, ça va venir. On a l'impression que Jurati, c'est toute la saison quand même là, avec la Reine des Borg. T'as l'impression que t'as Picard et Jurati, et puis les autres, c'est vraiment pour remplir. C'est secondaire. Je sais plus, 2 ou 3 épisodes juste pour aller secourir Rios et faire une poursuite en bagnole. Si, on aurait pu s'en passer quoi. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que toutes les saisons de Picard, même si on prend beaucoup de plaisir à les regarder, certaines, ça aurait fait des très bons films de 2h30 et pas des un double épisode. de 10 c'est typique. J'ai l'impression de voir un double épisode, tu sais, de début fin de saison de Next Gen en fait. C'est ça, mais rallongé en 10 épisodes. C'est clair que ça se voit parce que oui, tout ce dont on parle, c'est quand même beaucoup de remplissage. Mais je veux dire, voilà, c'est le choix qui a été fait de faire un truc feuilletonnant. Ils auraient pas dû. Pour moi, c'est pour ça cette histoire de rumeur de film, moi je trouve ça plutôt intéressant parce que du coup c'est là qu'on peut-être on va se rendre compte que oui, effectivement on avait raison, ça tient mieux sur 2h30 que sur 10h. On peut que le déplorer maintenant. C'est comme ça. Hein. Il y a des petites choses qui me gênent, tu vois. On nous explique bien qu'il faut surtout pas altérer le temps, il faut essayer de rentrer en contact avec le moins de monde possible. Voilà, mais c'est complètement explosé. Les mecs ils se téléportent devant les flics. C'est un peu n'importe quoi. Ils rentrent en contact avec tout le monde, ils oublient leur objet. C'est what the fuck quoi. On s'en bat les couilles des règles et faut faire très attention. Il ne faut pas altérer le passé. Ouais, t'inquiète, on s'en fout complètement et on va aller en soirée, on va. Enfin, ils font tout l'inverse en fait. Mais t'as tellement raison, mais c'est clair, mais on a tellement été biberonnés à tous ces concepts que il fallait pas bousiller la ligne temporelle, il fallait pas interagir et tout. Là, on a l'impression qu'entre Rios qui sauve les Mexicains, qui sauve les Mexicains, c'est vrai que tout ce qui se passe là, il tombe de toi. Enfin, c'est. Et en plus, parmi ces Mexicains-là, il y avait peut-être un gars super important qui va modifier le temps. Bien sûr, quoi. moi c'est ce que je me suis dit sur le flic qui était mort, que Jurati a tué. Si ça se trouve, non, il est pas mort. Il est pas mort. Bon, ça va. Alors c'est parce que c'est lui qui va avoir l'idée de la téléportation peut-être dans le futur. Peut-être. Il va se rendre. Marat, où est passé Marat? Il me manque quelque chose. Ouais, donc voilà, ça c'est pris vraiment très très à la légère. Donc ça m'amuse d'un côté et ça me fait chier de l'autre en fait. En même temps, si on se souvient de Scotty dans Star Trek 4, lui il le faisait carrément exprès. Oui, mais bon, lui il avait une excuse, il dit qui te dit qu'il n'aurait pas eu l'idée tout seul quoi. Ouais, tu parles d'une excuse. Je trouve que la réplique elle tue, ça me fait rire. Ouais, c'est vrai, mais là il y a beaucoup d'interactions quand même avec le passé quoi, beaucoup. En fait, c'est eux qui ont bousillé la ligne temporelle. Hein. Faut pas chercher. Ouais, en fait, c'est ça. C'est exact. Ils sont à l'origine de leurs propres problèmes. On verra ce que ça donnera, mais comme je disais, de toute façon, c'est sûr que quand ils vont retourner dans le futur, ça sera pas exactement leur futur. Il y aura forcément des trucs qui auront bougé, et on se rendra peut-être compte qu'effectivement, c'est à cause de certains de leurs actes qui. Comme dans Retour vers le futur, ils vont rentrer chez eux et d'un seul coup, leurs parents seront devenus beaucoup mieux qu'avant. C'est ça. Et Marty McFly, il s'en plaint pas, hein, finalement. Donc. Là, eux, ils s'en plaindront peut-être pas non plus. Hein. Picard aura des cheveux longs. La mère de Picard aura une grosse poitrine comme Lea Thompson dans Retour vers le futur 2. C'est ça. Mais là, franchement, pendant la soirée, c'est tellement n'importe quoi. Tu t'attends à ce qu'il fasse un selfie avec Thomas Pesquet et tout. Enfin, ouais. C'est la guinguette, quoi. J'ai pas été très très super fan de la comédie musicale.
en plein moment où on est censé créer un blackout pour faire une diversion. Là, d'un seul coup, t'as un invité qui n'était pas invité à la base, qui commence à chanter, et t'as tout l'orchestre au bout de 2 secondes, genre ouais, je sais ce qu'elle chante. Allez, les gars, je la suis. Allez, je connais cette chanson, on la suit tous ensemble, et ça fait partie du show. Bravo, bravo. N'importe qui peut monter sur scène, y a pas de souci. C'était très kitsch. Non, mais la scène, elle C'était était un peu gaguesque. très kitsch. Ouais, mais c'était drôle. Moi, j'ai trouvé J'ai ça l'impression drôle. qu'ils ont décidé de faire chanter chacun des comédiens dans chaque saison. J'ai l'impression qu'à chaque fois, t'as chacun qui a son petit moment. Il faut sortir un Picard à son orchestre, allez, tout simplement. Picard et son Et dis donc, accordéon. Et chante Edith Piaf. En chantant Edith Piaf, exactement. les reprises d'Edith Piaf par Picard et son orchestre. Ça peut être pas mal. Je pense qu'il y a un concept à tenir. Brent Spiner avait fait ça à la fin de Next Gen. Il a fait sortir un album, Old Yellow Eyes, où c'était des chansons de blues et de... Toutes les reprises de Brent Spiner. Avec l'album qui s'intitule Batte le fer tant qu'il est chaud. Faisons du pognon tant qu'on peut. Mais l'album est très sympa, n'empêche. Bah, c'est ce qu'ils sont en train de faire là, je pense quand même. Ouais. Mais bon, moi j'ai envie de te dire que de tous les derniers projets Star Trek qu'il y a eu, entre les films de Jean-Jacques Abrams, oui c'est comme ça que je l'appelle, les films de Jean-Jacques qui m'ont pas spécialement plu, Discovery qui m'a complètement perdu et j'ai vraiment pas aimé. Voilà, de tous les projets là, la saison 2 c'est mon petit Star Trek que je kiffe le plus. En attendant Strange New World qui me hype pas mal du tout. En espérant que ça soit bien et de qualité. C'est-à-dire que t'as pas regardé Star Trek Lower Decks? J'ai du mal avec les dessins animés parodiques sur Star Trek. J'ai vraiment du mal, tu vois, avec où il y a que de la ref et tout. C'est trop. Ah mais il n'y a pas que ça quand même. Et justement, il y a une news que j'ai pas citée, c'est qu'en fait l'avant-dernier épisode de la saison 2, qui est le meilleur truc Star Trek que j'ai vu depuis ces 20 dernières années, il a été nominé aux Hugo Awards en tant que catégorie... alors j'ai oublié c'est quoi, je vais chercher tout de suite l'info, j'ai oublié de le mettre, parce que c'est quand même important. Parce que c'est vraiment un épisode vraiment super et c'est là que tu te rends compte que oui, Lower Decks, c'est peut-être rigolo, mais quand même, c'est pas que ça en fait. Il y a aussi une histoire derrière. D'accord, moi je pensais que c'était juste prétexte à faire des gags et à se foutre de la gueule de Star Trek en reprenant les codes. C'est le cas, mais c'est le cas pas au début, que ça. Quoi. Mais ça évolue ensuite plutôt bien. La saison 2, t'as vraiment une belle évolution. Je sais pas si tu regardes Rick et Morty par exemple, tu vois, il y a un peu un feeling comme ça, tu vois, en moins désespéré quoi. D'accord. Mais je sais pas, le fait que ça touche à Star Trek, qui pour moi est un univers cohérent et plutôt sérieux, ça me pose un problème, tu vois, j'ai l'impression de regarder une parodie. Si j'ai envie de regarder du Star Trek rigolo, je vais regarder The Orville, par exemple. De toute façon, j'ai du mal avec l'animation en général. J'ai jamais pu regarder les Clone Wars de Star Wars, alors que je suis un fan de Star Wars et j'arrive pas à me faire, dès que je commence un épisode, j'entends Star Wars, The Clone Wars. Donc déjà, ça me sort du truc, j'ai l'impression de regarder un truc pour enfants. Donc je vais peut-être essayer de m'y mettre alors à Lower Decks si vous me dites que c'est bien. Star Trek Lower Decks. Je vais plus jamais pouvoir l'entendre sérieusement, ça maintenant. C'est fini. T'as ruiné le truc pour moi. Je vais me gondoler à chaque fois. La voix, ça me sort à chaque fois. Donc il a été nommé pour les Hugo Awards dans la catégorie science-fiction. Best dramatique présentation. Voilà. Comédie musicale. Ouais, c'est quand même un beau, je veux dire. Star Trek, on a eu plusieurs des titres pour les Hugo Awards, mais le fait que cette série d'animation, justement, qui payait pas de mine, suive ces pas-là, et pas Discovery, par exemple, ou pas Star Trek Picard, tu vois, ça veut dire quand même quelque chose. Et je confirme que cet épisode-là, il était vraiment, vraiment fantastique, et que la fin de la saison 2, si ça continue comme ça, voilà, ça va devenir vraiment un bon gros truc, et c'est pour ça que je suis très très impatient, moi, de voir ces personnages-là en live action, parce que, figure-toi qu'ils ont été malins, ils ont fait un peu comme Star Wars, c'est-à-dire que les acteurs de doublage ressemblent un petit peu à leur version animée. Donc du coup, une version live action n'est pas du tout un truc farfelu, quoi. C'est un truc qui pourrait arriver un jour ou l'autre. D'accord, écoute. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cet épisode, tu vois, il est nommé dans une catégorie qu'ils appellent Best Dramatic Présentation Short Form. Donc en gros, c'est des épisodes de série, mais c'est pas que des épisodes de série animés. Dans la même catégorie, cette année, sont nommées des séries comme For All Mankind, la série absolument géniale de Ronald D. Moore sur la conquête spatiale. Tu as la série The Expanse, il y a la série Marvel Loki, il y a la série d'animation Arcane, qui est faite par des Français. Donc il y a vraiment, c'est à la fois du live et de l'animation. Donc ça montre que c'est pas juste on nomme. Découvrir du coup. Il faut juste un peu que tu laisses la chance au produit, si je puis dire. C'est moi j'étais un peu comme toi au départ sur la saison 1. Je me disais c'est que du gag, de la parodie, un peu façon Futurama. Et en fait,
plus t'avances dans les épisodes, et surtout la fin les 3-4 derniers épisodes de la saison 1 sont vraiment très très bien, vont plus loin que le côté parodie, et la saison 2 vraiment poursuit dans cette évolution-là. Donc il y a vraiment une très très bonne évolution, et ça fait vraiment partie de ce qui se fait de mieux là dans la nouvelle un peu génération de séries Star Trek, avec Prodigy dont on parlait tout à l'heure. Même si dans la saison 2, il y a quand même des mauvais épisodes, hein, mais c'est vrai qu'il y a une vraie progression. On sent une progression très très nette, et la fin de la saison 2 a fini de nous convaincre que oui, ça pourrait devenir une très grande série. Et du coup, ça me fait vraiment penser à The Orville, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais qui commençait comme une série vraiment en mode parodique, en reprenant tous les codes de Star Trek, et qui au fur et à mesure proposait des vraies histoires de science-fiction avec des vrais enjeux, et qui devenait de plus en plus sérieux et de moins en moins gaguesque vers la fin. C'est exactement la même chose, ouais. Romain Bramy a justement, dans un podcast précédent, il avait déjà comparé Lower Decks à The Orville, exactement comme tu viens de le dire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que The Orville sera un article de notre fanzine que vous aurez avec notre crowdfunding. Là, il y aura un bel article sur The Orville. Qui revient en plus, je crois, pour une saison 3 cet été. C'est au mois de juin, je crois. Ouais, juin, c'est ça, juin. Je suis content, je suis très content parce que je me suis vraiment attaché à l'équipage, et je me souviens qu'elle était sortie en même temps que Discovery, et des deux séries Star Trek, je trouve que c'est The Orville qui se rapprochait le plus de l'esprit Star Trek. À titre personnel. Oui, parce que c'était un vrai pastiche, donc. Mais on en reparlera, on y reviendra, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent de faire des podcasts sur The Orville, donc vous inquiétez pas, c'est c'est noté sur la to-do list. Exactement. Ça sera le mot de la fin, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Ouais, juste une petite interrogation. Ça dérange personne à la fin de ne pas voir Jurati? On se pose pas la question de savoir où elle est. Ah oui, oui. En fait, disons que Rios, il l'a vu un peu pompette, il s'est dit bon. Elle est en train de cuver, elle continue à faire son concert là, gratuit. Elle chante pour les invités qu'elle connaît pas, très bien, comme si elle n'avait pas quelque chose de plus intéressant et de plus urgent à faire. Eh bien, chante. À plus tard, Jurati. À plus tard. C'est exactement ça. Voilà, ça fait partie des petites incohérences de l'épisode, mais globalement, j'aime bien. Maintenant qu'on en est à la fin du podcast, on fait la tournée des actualités de chacun. C'est quoi ton actualité à toi? C'est pas moi, c'est ma tournée. C'est quoi ton actu? J'ai vu que tu faisais le Zap sur Comedy Central, c'est ça? Tu fais plein de trucs en fait, toi, t'es partout. Oui, moi je suis partout. Vous pouvez me retrouver de 15h à 20h sur Énergie du lundi au vendredi avec Koé. Pour 5 heures d'émission rigolote, on retourne un petit peu l'actu. Et sinon, à titre personnel, je suis sur Twitch et sur YouTube. Vous me trouvez au nom de Mick Officiel. Voilà, je suis un jeune youtubeur, et chaque semaine je découvre des films que j'ai ratés dans mon enfance, à côté desquels je suis complètement passé à côté. Des grands films du style Les Dents de la Mer, Le Parrain, Vendredi 13. Moi, j'ai regardé tes vidéos. Je suis halluciné de se dire qu'à ton âge, tu n'avais jamais vu ces films-là, qui passent pourtant très très souvent à la télé depuis 40 ans. Tu sais, mon problème, c'est que quand tu regardes en boucle Star Trek 4 et Superman 2 et Star Wars 5, ça laisse pas beaucoup de place pour d'autres chefs-d'œuvre. C'est ça le problème, quoi. Mais en tout cas, tes vidéos là-dessus, elles sont vraiment très très drôles. Moi, je m'en lasse pas, quoi. Écoute, c'est fait très naturellement. Je ne regarde pas le film avant, je le découvre en pseudo-live, puisqu'après il y a du montage, mais j'essaie de garder mes réflexions et mes sensations, et parfois j'arrive à flipper sur des films alors que je suis en pleine lumière, je suis avec un micro devant un écran, et j'arrive à sursauter sur certains films, donc ça marche plutôt. Parce qu'en fait tes vidéos, c'est des résumés en fait, hein. C'est du react, je réagis en live sur un film que je mate donc pendant 2 heures, et que je monte après pour en faire une version 20 minutes de mes plus belles réactions et de mes analyses ô combien elles sont hautes en couleur souvent, ouais. C'est vrai. Voilà. Et toi, Romain, quoi de neuf? Quoi de neuf? Il y a un truc on en parlait quasiment en plaisantant tout à l'heure, on parlait de Star Trek, la comédie musicale un jour, figurez-vous qu'il y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, j'ai vu à Londres la comédie musicale Retour vers le futur, qui a démarré en octobre dernier, officielle, qui est notamment gérée par Bob Gale, qui est le co-scénariste des films avec Robert Zemeckis. Figurez-vous que c'est vachement réussi. Ça paraît complètement absurde comme projet, c'est vachement bien. Le personnage du Doc est absolument fabuleux dans la comédie musicale. Il y a même la bagnole sur scène, et la bagnole vole à la fin au-dessus du public. Ah, génial. La DeLorean vole au-dessus du public dans la salle. Donc ça paraît complètement absurde, complètement idiot, complètement improbable, mais si vous avez l'occasion et la chance et la possibilité d'aller à Londres pour voir ça, donc Back to the Future the Musical, je vous le conseille.
parce que franchement, c'est très 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 sympa. Voilà. Donc comme quoi, un jour, une comédie musicale Star Trek, pourquoi pas? Moi, j'ai hâte d'entendre les chansons Papa, papa, papi, papo. Toi, Georges, toi sur le vélo. T'as la chanson quand il est sur l'arbre en train de mater sa mère. Enfin, t'as tout. T'as toutes les scènes du film. T'as quelques petites modifs parce qu'il y a des trucs qui sont pas faisables et t'as des trucs un petit peu datés dans le film. Si tu connais très bien le film, tu verras les petites modifs. Mais t'as des trucs en plus. Notamment les chansons du doc, sans vraiment spoiler parce que vous connaissez tous le film. Quand il fait le premier test avec la bagnole sur le parking, et là, il dit juste ça marche. Il est content parce qu'il fait ça marche. Et ben dans la comédie musicale, t'as une chanson entière, c'est It Works, avec des danseuses façon Lido et tout, parce qu'il est content parce que sa machine fonctionne. Donc du coup, le perso du doc, il rend le truc le plus réussi de la comédie musicale. Il y a même une petite référence à Doctor Who à un moment. Enfin voilà, il y a plein de trucs un peu délirants. Donc voilà, complètement improbable, mais très réussi, gros moyens sur scène. Donc voilà, si vous êtes fan de SF et que vous avez un tant soit peu d'humour, n'est-ce pas, franchement, allez-y. Sinon, allez voir Les Misérables. Et toi, Marina, quel film as-tu vu dernièrement ou livre as-tu lu? Alors, je me suis acheté le tome 2 de Métal Hurlant. Et je dois dire que j'ai découvert plein de BD des années 75, de 1975 au début des années 80, avec des petites histoires de Casa ou de Dionée ou de Druyer que j'ai trouvé passionnantes, des premières BD de Bilal. Moi, j'aime beaucoup le Bilal, en fait, des années... Pardon ? Le chanteur non. Bonsoir Paris. Non, c'est pas lui, non, c'est quelqu'un d'autre. Là, et en fait, le Bilal que je préfère, moi, c'est celui qui écrit avec Christin. Enfin, lorsque Christin est son scénariste. Mais là, c'est une courte histoire d'un guerrier, voilà. Et donc, ce tome 2 de Métal Hurlant, il est top, et je regrette d'avoir loupé le premier. Donc, il va falloir que je le trouve. Mais... tu peux le commander, hein. Oui, non, mais je vais le commander. Et c'est juste que là, je viens de finir le tome 2 et j'adore ce petit côté SF un peu dangereux, où les personnages ne survivent pas toujours. J'ai repéré quelques histoires qui devraient plaire à Marie-Paul, là, très féministes. Pourtant, c'était vraiment de la BD de mec, mais il y a quelques histoires qui sont très féministes. Il faisait appel à des auteurs, à des autrices. Donc là, mais ces planches de Casa, je les trouve extraordinaires. Et Casa, c'est un des premiers auteurs que j'ai découvert en BD, dans Je Bouquine. Il avait sympa un auteur comme ça qui écrivait aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Mais là, ces planches sont magnifiques. Et bien sûr, il y a des planches de Philippe Druyer qui sont extraordinaires. Et une histoire de Jean-Pierre Dionnet sur une horde de conquérants qui tombent sur une ville. Et en quelques pages, je trouve ça extraordinaire. Ok. Merci pour ces recommandations. Je l'ai feuilleté. Moi, j'ai le numéro 1 que j'ai adoré. Et bien sûr, je vais me laisser tenter par le numéro 2, bien sûr. Et quant à moi, je vous invite à retourner sur la page KissKissBankBank parce que si vous n'avez pas contribué, c'est le moment de le faire parce qu'il nous reste quelques dizaines de places. Et puis surtout, on a besoin aussi que ça puisse passer le deuxième palier, pardon, celui des 125%. Et puis ensuite, on passera au troisième palier où plus on avance, plus ce sera des grosses surprises. Et je pense que ça devrait plaire à tout le monde. Et donc, du coup, je vous souhaite à tous une longue vie et plein de prospérité. Bye bye. Salut. À bientôt, salut. Bonsoir.
Program complete.